Matryoshka. On va parler de ces évolutions de modèles, de changement de société. Et puisque le festival Génération Matryoshka a pour intention de créer ce dialogue intergénérationnel, de croiser les regards pour essayer de regarder l'avenir ensemble, de projeter ensemble, je vous demande si vous voulez bien de venir nous rejoindre. Jean-Claude Trichet, merci beaucoup. Vous êtes ancien gouverneur de la Banque de France, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Merci. Si vous voulez vous décaler, viens ici. Flora, viens ici. Et Jean-Claude, si vous voyez comme ça, ce sera... Voilà. Vous avez un micro ? Bonjour à vous et merci d'avoir accepté de venir échanger avec ces jeunes femmes et avec cette salle. Pour qui veut prendre aussi la parole, c'est avec grand plaisir. Jean-Claude Trichet, peut-être une première réaction à ce que vous avez entendu. Volontiers. Ces deux jeunes femmes qui sont de deux générations de jeunes femmes, mais de générations différentes. Ils insistent, qui sont de deux générations différentes, qui ont un même avenir qu'elles scrutent, et en même temps de façon d'y croire différemment. Vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça suscite pour vous? D'abord, merci de m'avoir invité. Ensuite, évidemment, je suis nettement plus âgé. Pour le coup, votre dialogue de génération est réellement assez impressionnant. On tient nos promesses. Assez impressionnant. Je me revois à 19 ans militant, parce que j'étais aussi très, très militant. Mais en gros, si vous voulez, je réagis à ce que j'ai entendu. Je suis d'accord avec Camille sur le point. Nous sommes dans une situation qui est extrêmement grave sur le plan du dérèglement climatique. Ceci est incontestable. Je crois qu'elle est un peu trop pessimiste quand elle pense que rien n'a été fait, parce que là, je suis plutôt du côté de Flora. On a eu l'accord de Paris, et il faut bien voir que le problème se pose au niveau de la planète entière, naturellement. C'est d'ailleurs ce qui a été dit par Camille, et pas simplement de notre pays, ou même de l'Europe, ou même de l'ensemble de notre continent, ou de plusieurs continents. C'est vraiment un problème mondial. L'accord de Paris, c'est une réunion mondiale avec des résultats mondiaux. La France, d'ailleurs, a présidé la réunion, et je crois qu'il faut reconnaître que ça a été quand même un grand pas en avant. En effet, il n'y a plus eu de climato-sceptiques. Après l'accord de Paris, me semble-t-il, le consensus mondial était parfaitement clair. Alors, on peut naturellement se dire, et je crois que c'est ce que se disent et Camille et Flora, pour autant, on ne fait pas tout ce qui avait été dit dans l'accord de Paris. Il y a des pays qui se laissent aller, peut-être même nous, à certains égards. Ça a été en effet souligné. Je note simplement en passant, vous allez me dire que je suis trop complaisant à l'égard de notre pays, mais que, sauf erreur de ma part, nous devons émettre par tête d'habitants chaque année presque 2 fois moins que les Allemands. Et là, j'en profite pour dire, je ne sais pas si on sera en accord là-dessus, que c'est grâce au nucléaire que nous émettons beaucoup moins de CO2, donc que nous contribuons, nous-mêmes Français, beaucoup moins au dérèglement planétaire que d'autres pays. Vous apportez un autre sujet polémique, ce n'était pas prévu dans cette discussion. Ben non, mais enfin, pourquoi pas, hein. Pourquoi? Je crois que d'ailleurs, le consensus est en train de changer dans ce domaine. On va voir ce qu'il en sera, mais c'est incontestable que là, on a quand même un vrai sujet. On ne peut pas être de manière parfaitement légitime totalement contre les émissions de gaz à effet de serre et ne pas reconnaître qu'il y a des technologies différentes de ce point de vue-là, et que si on bloque complètement la production d'énergie électronucléaire, on est obligé alors d'avoir recours, comme c'est le cas d'autres pays tout près de nous, à des énergies fossiles, avec tous les inconvénients que ça présente. J'en profite pour vous dire que je suis, par ma propre expérience, un peu plus optimiste, même peut-être que Flora, qui m'a l'air quand même d'être solidement optimiste. Mais il me semble, si vous voulez, qu'on va continuer à faire des progrès technologiques. La fusion nucléaire est probablement pour ce siècle. On raisonne à l'échelle du siècle, là. Hein, il s'agit, en principe, de faire en sorte de ne pas dépasser. Vous faites sourire, Camille. Alors, je ne sais pas si c'est sur la fusion nucléaire ou si c'est l'échelle du siècle. Oui. Mais non, mais Camille est à l'échelle du siècle, naturellement.
Elle veut... Elle parlait à l'échelle des 10 ans, des 20 ans. Oui, non, mais il y a une transition. Mais ce n'est pas simplement pour régler le problème des 10 ans ou des 20 ans. C'est pour régler le problème, je dirais, pour tous nos successeurs, de toutes les générations qui vont succéder dans ce vaisseau spatial qu'est notre planète. Notre planète est un vaisseau spatial qu'il faut protéger. Donc, je dis simplement que je suis un peu plus optimiste. Je pense que peut-être, je le souhaite ardemment en tout cas, que tous les progrès technologiques, scientifiques et technologiques qui ont été faits au cours des 100 dernières années, qui sont incroyables et que j'ai vécu moi-même, j'ai vu, si vous voulez, il y a des instruments qui sonnent sans arrêt, c'était des objets de science-fiction quand j'avais l'âge de Camille. C'était impensable de faire des choses pareilles. Donc je me dis, on va faire d'autres progrès. Il y a des axes, des dimensions technologiques comme le carbone capture, hein, le fait de capturer le carbone, qu'on ne sait pas encore faire sérieusement et sur lequel on va probablement faire des progrès. Ce que j'entends au travers de ce que vous dites là, Jean-Claude Trichet, pour rebondir sur ce que disait Flora tout à l'heure, c'est qu'en fait, sur les différents modèles de société dont on parle, ou même lorsque Camille disait « je ne crois pas en la croissance verte oui. », en réalité, on a deux sortes de modèles de société qui peuvent s'offrir à nous. Il y a une société de sobriété décroissante, et puis un autre modèle de société qui est celui qui serait plus pro-techno, où finalement on mise sur le progrès et on mise sur l'évolution technologique. On va en parler aussi sur l'évolution, je sais pas, du biomimétisme ou différentes choses, pour continuer à porter une croissance plus responsable. C'est de ça dont vous parlez ? Je voulais simplement donner une idée de la dimension de changement sur les 80 ans qui nous restent avant la fin du siècle. Et il y a beaucoup d'autres domaines que je pourrais décliner, en particulier, bien entendu aussi, le stockage de l'énergie. Hein. Le problème des énergies renouvelables, c'est qu'elles ne sont pas stockables facilement. Donc quand on aura fait des progrès, on va les faire. Des progrès importants dans le stockage de l'énergie. Alors beaucoup de choses que Camille et Flora souhaitent pourraient être faites beaucoup plus facilement. Sur le concept fondamental, je suis pour la sobriété énergétique croissante, évidemment, parce que nos concitoyens souhaitent, je n'entends que ça, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat. Bon, ça veut dire quand même que leur niveau de vie ne leur paraît pas suffisant au moment où nous parlons, toutes choses égales d'ailleurs, et tous pris ensemble. Naturellement, ils ne sont pas tous pareils, nos concitoyens. Mais enfin, le message que nous entendons ne me paraît pas être un message de décroissance. Ceci dit, d'accord avec Camille, la croissance, il faut savoir la mesurer convenablement. On est en démocratie, ce sont nos concitoyens qui disent ce qu'ils considèrent eux-mêmes comme étant du niveau de vie ou un revenu aussi important que celui qu'ils peuvent souhaiter. Donc, moi, le mot de décroissance ne me plaît pas du tout. Je crois que c'est le meilleur moyen de faire en sorte qu'on haïsse l'écologie, finalement. Si l'écologie est assimilée à la décroissance, on la tue, l'écologie. Donc il faut faire en sorte que l'on puisse avoir, en effet, une croissance ultra sobre sur le plan énergétique. Et vous vouliez réagir, Flora Gebali ? C'est vraiment formidable de réunir les générations. Parce que moi, ce que j'observe, c'est que chaque génération a ses mots-clés. Donc à ma gauche, on entend le progrès technologique et le nucléaire en 3 phrases, mais je comprends, c'est vraiment les mots-clés de la génération. Est-ce que ça a fonctionné ? Je crois qu'aujourd'hui, on peut tirer un bilan qui est négatif de toute cette action. Et la COP21... En quoi le bilan est-il négatif, Flora ? Parce qu'aujourd'hui, le vrai enjeu de la transition écologique, c'est de créer des conditions de résilience. C'est qu'en fait, le plus de degrés, il est déjà acté. Donc la question, c'est comment on va s'adapter à des nouveaux modes de vie. Donc on va voir si le progrès technologique nous sauve. Ça reste quand même assez hypothétique. Voilà. Toutefois, je nuance mon propos. Je nuance mon propos parce qu'il y a aussi les mots-clés de notre génération que quand on navigue dans les mouvements militants notamment, on entend beaucoup l'éco-anxiété, la décroissance et en fait, effectivement, Camille disait tout à l'heure par exemple, moi je ne crois pas au juridique pour sauver le monde, mais je crois à la planification écologique. J'ai pas dit que je croyais pas au juridique, j'ai dit que transitionnisme législatif, j'étais pas favorable. Par exemple, via la RSE ou ce genre de choses. D'accord. Bon, en tout cas, je pense que voilà. J'ai conscience que la planification, c'est juridique. C'est juste ça. Autre, si vous le permettez, autre élément qui est, me semble-t-il, très important. Je parlais de l'accord de Paris.
lors de la dernière COP26 à Glasgow, on a créé une nouvelle institution, un nouveau conseil international qui est censé donner les normes mondiales pour précisément ESG, l'environnement, le social et la gouvernance. Et ça, c'est entièrement nouveau. Il y a encore un an, je ne pensais pas, moi, j'ai été associé à ça, puisque j'étais dans un conseil qui a conseillé pour créer ce conseil international. Je ne pensais pas que c'était possible il y a un an. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir aussi rapidement, et à l'occasion de la COP26, un consensus international pour créer ce nouveau conseil, dont le président, accessoirement, est français, Emmanuel Faber. Et donc, je le note, je ne dis pas du tout que ça va régler tous les problèmes, mais je veux dire que pour l'ensemble des normes ESG, on va avoir des normes mondiales et que cela doit nous permettre normalement d'avancer dans le bon sens. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut avancer dans le bon sens. Moi, je suis moins critique à l'égard du passé parce que les sociétés humaines, elles n'ont pas cessé de faire des progrès. Elles n'ont pas cessé de réaliser qu'elles étaient totalement insuffisantes dans tel ou tel domaine. Néanmoins, au total, elles nous ont permis de faire beaucoup de choses, franchement. Je suis là, aussi vivant que possible et actif que possible. Il y a 2 siècles, ça n'aurait probablement pas été le cas, parce que la durée de vie était beaucoup plus brève. Donc je note ça en passant, si vous voulez. C'est vrai, on va revenir d'ailleurs sur ce sujet du progrès et l'envers de la médaille. Sur le passé, tout à l'heure. Il faut être ultra pessimiste sur la lenteur de la prise de conscience actuelle. Et là, je crois qu'on est tous d'accord. Et bon, alors peut-être suis-je un peu plus optimiste pour l'avenir moi-même. En effet, j'ai eu aussi une formation d'ingénieur au départ, pas simplement de financier. Et donc ça me conduit peut-être à ne pas négliger les progrès que nous allons encore faire, scientifiques et technologiques. Jean-Claude Trichet, si on parle de l'évolution du capitalisme depuis 300 ans, parce que là on a parlé de la question environnementale, mais il y a aussi le modèle capitaliste qui doit changer évidemment pour arriver à répondre aux enjeux et se reprogrammer, on va dire. En 300 ans de capitalisme, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose qui a énormément évolué. En 2008, lorsqu'il y a eu la crise, je me souviens qu'on répétait sans cesse « il faut repenser le capitalisme ». On disait les mots, mais on ne comprenait pas vraiment ce qu'on disait. On ne voyait pas du tout comment on pouvait décloisonner nos imaginaires. Et on va revenir sur ce sujet-là après. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que la finance, qui régit le monde tel qu'il est aujourd'hui, est en train de déplacer des curseurs? Et concrètement, de quoi est-ce qu'on peut parler qui fait qu'on voit que ça va pouvoir peut-être bouger un petit peu et un peu rapidement si la finance s'y met? Un mot simplement pour dire que je fais remonter le capitalisme, entre guillemets, beaucoup plus loin en arrière. Braudel nous a bien montré que le capitalisme commercial avait démarré bien avant la révolution industrielle, avec Venise, Gênes, etc. Et même dans les temps encore beaucoup plus anciens, quand vous êtes à Palmyre ou à Petra, en Jordanie et en Syrie, vous voyez la New York du temps et vous savez qu'il y avait un commerce est-ouest avec des capitalistes qui finançaient les caravanes. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que c'est quelque chose de quasi structurel. Ce que j'observe, si vous voulez, c'est que quand on est à Londres ou à Paris aujourd'hui, on n'est pas dans le monde de David Copperfield ou dans un monde, disons, du 19e siècle avec très cruel à l'égard des ouvriers, des employés d'une manière générale. Donc les choses bougent. Ça dépend où on est dans le monde. Il faut qu'elles bougent à encore Londres, plus vite. Paris. Et lorsqu'il y a consensus mondial pour fixer des normes ESG, c'est donc que le monde entier considère qu'il faut en effet que l'économie de marché change. Je dirais plutôt l'économie de marché d'une manière générale, parce que vous avez un capitalisme de l'Ouest, un capitalisme chinois, un capitalisme russe. Bon, tout ça est très compliqué. Mais tous doivent changer et tous, me semble-t-il, doivent prendre en compte complètement, en effet, le fait qu'il n'y a pas que les actionnaires, qu'il n'y a pas que la rémunération des actionnaires. Ça fait quand même assez longtemps que les Européens disent il y a les stakeholders. Les stakeholders, ce sont bien entendu les actionnaires, mais aussi, bien entendu, les employés et bien entendu aussi les clients et la société tout entière. C'est ça, le stakeholding, si je puis dire. Tous ceux qui ont un intérêt à ce que l'entreprise prenne en compte l'ensemble des données. Aux États-Unis, c'est tout récent.
la reconnaissance du fait qu'il n'y a pas que la rémunération des capitalistes, elle est en train de se faire. Moi, je la date des, disons, 5 ou 10 dernières années, d'une manière claire. Et ça a été formidablement accéléré dans la période la plus récente. Donc oui, bien sûr, le capitalisme, l'économie de marché, qui, dans mon esprit et dans mon observation, n'a pas cessé vraiment de changer, doit changer radicalement en ce moment et est en train de changer radicalement. Voilà. Alors là, vous allez me dire, vous êtes très optimiste, décidément. Flora, dites ce que vous pensez par rapport à la réaction que vous pouvez avoir par rapport au mouvement que voit Jean-Claude Trichet par rapport justement... Moi, je suis désolée, je ne veux pas du tout rentrer dans le combat intergénérationnel, non, mais, dialogue ensemble. Mais cette génération, évidemment pas vous nommément, bien sûr que non, mais c'est une génération qui a cru à tout ça. Et aujourd'hui, on en voit l'échec. Donc, en fait, la première chose à dire, c'est est-ce qu'on peut ouvrir l'incarnation, la représentation? Vous parlez d'économie, vous êtes spécialiste de la question. Aujourd'hui, dans le débat politique et médiatique, il y a moins de 1% de femmes qui s'expriment sur l'économie. Est-ce que s'il y avait 30-50% de femmes, on aurait les mêmes discours? Première question. Deuxième question, vous nous dites qu'à Paris et à Londres, il fait bon vivre dans une usine. C'est vrai, heureusement. Enfin, c'est vrai, bon vivre. Est-ce qu'on vit dans des conditions dignes? Bah oui. Oui, ça se discute. On est ouvrier, après c'est moins agréable peut-être quand on voit, certains métiers, mais c'est décent. Mais on vit dans des conditions décentes légalement. Quand on voit le mouvement MeToo, il y a combien de femmes qui vivaient dans des conditions indécentes? Quand on voit le mouvement MeToo, quand on voit ce que c'est aujourd'hui la discrimination à l'embauche quand on a un nom qui a une consonance étrangère. Donc déjà, même à Paris et à Londres, moi je suis pas d'accord avec ça. Mais ensuite, j'ai dit que c'était pas comme du temps de David Copperfield. D'accord. Je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit. Ensuite, pas de problème. Dernière question. Est-ce que vous avez un smartphone? J'imagine que oui. En tout cas, moi j'en ai un. Est-ce que vous savez qu'il a été fait dans des conditions où il y a potentiellement des enfants qui sont morts dans des mines et qu'il a un impact environnemental qui est dramatique? Aujourd'hui, quand on veut vivre dans le système, je pense qu'on a besoin d'avoir un smartphone, en vrai, enfin en tout cas moi c'est mon cas. Donc on est en contradiction totale avec les idéaux qu'on prône quand on veut la transition écologique et sociale. C'est un état de fait. Aujourd'hui, être écolo et vouloir une transition sociale et un monde digne et juste, c'est vivre en contradiction avec le système dans lequel on vit. Donc si vous voulez nous expliquer que c'est pas le cas, allez-y. Maintenant, les conséquences chiffrées de l'action de votre génération, et encore une fois, évidemment, je jette la pierre à personne nommément, parce que on le voit, les ingénieurs qui ont créé le concept même de déforestation, eux, ils avaient en tête qu'ils allaient nourrir l'humanité tout entière. Donc ils avaient un but qui était hyper noble. Hyper vertueux. Et évidemment que notre génération fera tout autant d'erreurs. C'est pas la question. La question, c'est aujourd'hui comment on change pour être plus efficace et passer de la parole de la COP21, dont vous parliez, aux actes. D'accord. Alors, les actes. Je suis de cette génération qui est cause de tous nos ennuis. Mais j'ai en effet présidé un petit groupe qui a fait énormément, disons, de lobbying pour arriver à avoir un consensus mondial, pour avoir ce Conseil international des normes ESG présidé par Emmanuel Faber. Vous voyez que même des croulants comme moi savent se mobiliser pour aller dans le sens que vous souhaitez. Et donc je ne crois pas que ce soit un problème intergénérationnel fondamentalement. On est tous dans le même sac. Accessoirement d'ailleurs, on a des familles. Et donc il va de soi qu'on ne peut pas ne pas intégrer l'ensemble des préoccupations. Donc je crois qu'on est d'accord sur presque tout, y compris un certain militantisme. Camille, puisque vous êtes d'accord aussi? Non. Je ne sais pas trop jusqu'à quel point je peux remonter dans la discussion. Mais, faisons-la avancer. Oui, mais on va dire que sur la question des technologies, en tout cas, ce qui me semble pas possible, c'est que en fait, là, on a une échéance qui est donc à moins de la décennie, parce que en fait, on s'approche de points de bascule importants, notamment par exemple pour l'Amazonie à cause de la déforestation, parce qu'en fait, on sait que, je crois, si on déforeste 20% de l'Amazonie, en fait, le cycle de l'écosystème est mis en danger. Donc, en fait, on risque de perdre l'ensemble de la forêt. Et là, on est déjà à 18% de déforestation, sachant qu'on déforeste à peu près 1% par an. Donc, voilà, il resterait environ 2 ans avant le point de bascule pour l'Amazonie.
Pareil pour l'Arctique, en gros, c'est déjà perdu. Ce genre de choses, en fait, on ne peut pas penser à l'échelle du siècle. Alors, bien sûr que notre objectif, c'est d'assurer un avenir décent pour toutes les générations à venir. Mais sauf que ça, on n'a pas 50 ans pour le faire. Et on sait que les innovations technologiques, elles mettent du temps à arriver. Et qu'en plus, elles demandent de l'énergie. Et ça, on n'a ni la capacité de consommer toute cette énergie, ni tout le temps qu'il nous faudrait pour trouver des solutions. Pour ce qui est d'enfermer du carbone, on parle quand même d'isoler des toutes petites particules qui sont... c'est des parties par million, il n'y en a pas beaucoup. C'est techniquement quelque chose qui semble quand même illusoire. Et donc non, je ne pense pas à l'échelle du siècle. Et justement, avoir cet horizon 2100, c'est vraiment quelque chose qui nous pousse à nous enfermer dans du déni par rapport à la crise écologique. Et après, nucléaire, pas nucléaire, le fait est que même si on aimait peut-être moins que l'Allemagne, il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres, mais dans l'absolu, de respecter l'accord de Paris. Donc, là, je parle de l'accord de Paris, mais on pourrait bien sûr être encore en dessous, même si ça serait encore une fois des choses auxquelles il faut renoncer. Mais s'il s'agit d'être sous les 2 tonnes, peut-être que les Allemands sont à 18 tonnes, ou je ne connais plus les valeurs exactes, mais en France, on est quand même à 11 tonnes. Et 11 tonnes, c'est quand même beaucoup plus que 2 tonnes. Et ça, c'est pas en construisant des centrales nucléaires partout qu'on peut descendre en dessous des 2 tonnes. C'est en baissant nos niveaux de vie et en acceptant que, par exemple, c'est plus possible de prendre de l'avion, de manger de la viande à tous les repas, de faire de la finance et de gagner 100 000 € par mois, ce genre de choses. Vous avez du courage, hein, et je vous admire pour dire en baissant le niveau de vie. Parce que c'est tellement impopulaire de dire baisser le niveau de vie que j'ai peur, comme je l'ai déjà dit, que vous ruiniez un peu votre force de conviction. Et je pense que Flora est d'accord avec moi pour penser que... Elle n'avait pas l'air, quand vous l'avez dit là, je l'ai vu, elle n'avait pas l'air moi d'accord. je l'ai entendu dire ça. Non, mais je pense que évidemment on est tous d'accord sur le constat. Qui ici n'est pas d'accord avec le fait qu'on a envie que l'humanité ait des futurs désirables? On est tous d'accord là-dessus. La question, c'est quand le pouvoir politique, quand il y a eu une pandémie mondiale qui, pour moi, est vraiment l'apéro des crises climatiques, c'est vraiment rien par rapport à ce qui nous attend, on a été capable de confiner les gens. Est-ce qu'on avait envie d'être confiné? Quand j'ai appris que j'allais être confiné, j'avais pas envie. Et pourtant, je l'ai fait. Donc, en fait, aujourd'hui, là où Camille a raison, c'est que tout le monde doit se battre à son niveau. Effectivement, créer des normes ESG communes, créer des communs, c'est fondamental. Encore que, on voit bien l'ancien pouvoir, l'ancien monde qui aime édicter des règles, édicter des normes qui derrière ne sont pas appliquées, que ce soit dans la gouvernance des entreprises ou dans la gouvernance étatique. L'accord de Paris, c'est une réussite symbolique, mais ce n'est pas une réussite statistique. C'est une réussite culturelle pour le coup. Ça va sur le même débat culturel. Ce n'est pas une réussite statistique. Donc aujourd'hui, le seul enjeu qui doit nous mobiliser collectivement, c'est comment on passe des paroles aux actes. Et pour cela, vous l'avez très bien dit, dans ESG, il y a l'écologie, le social et la gouvernance. Et pour moi, en fait, l'enjeu, c'est GSE. C'est l'inverse. C'est comment on recrée des modèles de gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale n'existe pas, hein, c'est pas un scoop, on le voit bien d'ailleurs en ce moment... malheureusement par rapport à l'Ukraine, c'est comment on crée des systèmes de gouvernance, et ça, on ne les créera jamais de manière verticale, ça ne marchera pas. On le voit bien, puisque les États n'accepteront jamais d'être soumis à une puissance supérieure. C'était le pari de l'ONU. Là, il s'agit des entreprises, des financiers, de l'ensemble, disons, du système décentralisé de l'économie de marché ou des économies de marché. Alors, si on rentre un petit peu plus peut-être dans quelques détails, on va dire concrets, pour voir comment on arrive à faire bouger le curseur très rapidement, et on se concentre sur la finance. Par exemple, ces philosophies du Great Reset, qui sont en train d'émerger. On voit par exemple au Venezuela qui veut sauver son économie grâce à la crypto-monnaie. Est-ce que la crypto-monnaie, est-ce que la finance qui serait moins spéculative et plus proche de l'économie réelle grâce, entre autres, au blockchain, c'est quelque chose qui vous paraît être un déplacement de curseur, de changement de modèle radical qui peut avoir un effet ou pas sur l'évolution de la société dans laquelle on est? C'est une formidable question, tellement complexe, si vous voulez, que vous allez me pardonner un instant d'explication.
le Venezuela n'est vraiment pas un modèle. Je le dis en passant, il a affamé sa population, donc c'est un vrai sujet. 2, le blockchain est une formidable percée technologique. Je parlais moi-même de technologie, c'est un fait. Formidable percée technologique qui permet d'avoir des systèmes de transactions complètement déconcentrés, décentralisés. 3, les cryptocurrencies, donc les monnaies cryptiques qui utilisent le blockchain comme le Bitcoin, ce sont à mes yeux de vrais scandales. De vrais scandales parce que leur philosophie est « je suis invisible, je cache tout ce que je fais, si je suis un brigand, si je suis dans le crime organisé, si je suis un financeur du terrorisme, je peux le faire via le Bitcoin ». Je ne comprends même pas rétrospectivement comment on a pu laisser fleurir et prospérer des systèmes de ce genre. En plus, ce n'est pas du tout une monnaie, c'est un actif, disons, spéculatif qui monte vertigineusement, qui descend de manière tragique, donc qui est complètement spéculatif. Donc je mets ça de côté. Comme vous le voyez, je suis très critique. Sur le Bitcoin particulièrement, parce qu'en plus, du point de vue écologique, il consomme une énergie absolument insensée. Il y a des fermes d'ordinateurs qui sont utilisés pour assurer, si vous voulez, les transactions en question. Donc ça ne va pas du tout. Alors, il y en a d'autres qui sont moins consommatrices d'énergie et qui, à mes yeux, sont elles aussi pas du tout des monnaies, mais des entités spéculatives. Et puis, alors, vous avez des monnaies utilisant ces technologies, donc des crypto-monnaies, comment dirais-je, ancrées sur de vraies monnaies, sur les monnaies qui sont réellement émises par la Banque centrale européenne, la Fédérale Réserve. Et là, alors, vous êtes dans un univers différent où c'est une vraie monnaie parce qu'elle a les 3 caractéristiques, si je puis dire, qu'Aristote donnait à la monnaie, y compris le fait de conserver la valeur, parce qu'il y a des gardiens de cette monnaie qui sont les banques centrales qui émettent la monnaie sous-jacente. Et là, alors, il faut voir, les banques centrales se lancent hardiment, la chinoise la première, et avec une énergie tout à fait extraordinaire, dans l'émission directe de crypto renminbi. Et on peut imaginer qu'on ait des crypto-euros très vite. Alors, c'est un bouleversement complet qui change complètement le business model des banques, qui change la relation entre les personnes physiques et leur banque centrale. Pour le moment, c'est uniquement les billets. Là, ça sera les billets plus, alors que toutes les cartes de crédit, tous les systèmes digitaux qu'on a maintenant passent par l'intermédiaire des banques, passent par l'intermédiaire de tiers. Donc, vous voyez, on va vers un bouleversement très important. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir faire le lien que vous faisiez implicitement, Sandra, avec une nouvelle organisation sociale, un rapprochement d'une économie réelle, autre chose. Non, on reste sur. Alors, sur les banques centrales. D'accord. Je ne sens pas trop. Alors, autre chose pour voir dans quelle mesure les choses bougent et les bouleversements s'opèrent, mais pour accompagner justement les enjeux qui sont quand même centraux, vitaux pour nous, pour nos enfants, pour les générations qui viennent. Est-ce que, par exemple, ce qui se perd aujourd'hui au sein des banques centrales, on va parler par exemple de la Banque de France, est-ce que, par exemple, les critères de cotation pour accompagner l'évolution de l'entreprise pour qu'elle soit plus en phase avec nos enjeux ici décrits, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'évoluer et, selon vous, assez rapidement pour que les entreprises aient des actions plus vertueuses en faveur de la planète ? Je ne veux pas parler pour le compte de François Villeroy de Galhau, c'est lui qui est aux commandes de la Banque de France. La Banque centrale européenne elle-même et la Banque de France a été, je crois, extrêmement active au sein du système européen de banque centrale pour faire en sorte que la donnée écologique, la donnée environnementale soit prise en compte. Je crois que c'est le cas en Europe. Christine Lagarde en a parlé à plusieurs reprises. Ce n'est pas encore le cas aux États-Unis, à ma connaissance. Ça a été le cas en Angleterre avec Mark Carney, qui était gouverneur de la Banque d'Angleterre et qui est devenu un militant de la cause écologique et auprès de l'ONU et qui fait un très très bon boulot. L'idée de départ, c'était effectivement de dire ceux qui ne sont pas sensibles, les entreprises qui ne sont pas sensibles aux problèmes écologiques, font prendre des risques à elles-mêmes et à tout le monde. Et donc, nous devons, dans notre analyse des risques, tenir compte de leur respect convenable de la norme E.
C'était au départ la norme E qui dominait complètement. Et je crois que c'est un raisonnement impeccable. Alors je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas à la Banque de France, mais je pense qu'effectivement, la Banque de France, compte tenu du fait qu'elle est en pointe dans ce domaine et qu'elle est même animatrice et secrétaire générale d'un groupement de banques centrales qui sont actives, militantes, pour faire internaliser, comme on dit dans le jargon, l'écologie dans leurs actions, je pense que oui, je pense que les critères qu'utilise la Banque de France dans son rating doivent intégrer de plus en plus ces données. Évidemment, on part de pas grand-chose hier, hein. C'est clair, c'est clair. On est précisément dans ces domaines où les choses doivent aller très très vite. Flora, qu'est-ce que vous voyez justement sur l'évolution de la finance qui vous paraît aller dans le bon sens, même si on entend bien le rythme qui n'est pas celui qu'on attend? Qu'est-ce que vous percevez d'intéressant ou pas sur les signaux qui sont aujourd'hui en cours? Alors moi, j'ai pas d'expertise technique en finance. J'ai une vision peut-être plus politique des choses. J'ai le souvenir d'un candidat qui avait dit « mon ennemi, c'est la finance ». Et à l'époque, il y a 10 ans, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Certains pensaient que les riches étaient l'ennemi. D'autres se sentaient menacés sur leur capacité libérale à s'enrichir et s'épanouir financièrement. Je crois que ça nommait déjà l'opacité d'un système qui n'est pas à notre main. Et dans cette même vision politique, l'économie, la définition étymologique de l'économie, c'est l'organisation de la maison, l'organisation du foyer. C'est ça, en fait, hein, l'économie. Ça devrait être à peu près accessible à tous, dans le sens où si chacun réussit à organiser son foyer, on devrait aussi comprendre comment on organise les strates au-dessus. Alors évidemment, c'est plus complexe que ça et il y a une expertise technique qui est nécessaire, mais je crois que bien sûr, il y a une mutation qui est profonde. Tout le monde a le mot ESG à la bouche, le mot finance verte à la bouche. Plus personne n'est culturellement indifférent. Mais j'en reviens à mon point central qui est est-ce que les indicateurs permettent réellement de changer les financements? On a vu par exemple l'exemple des banques qui sont les unes après les autres sorties des financements sales, comme on dit, donc financements fossiles, etc. Et aujourd'hui, il y a des organismes indépendants qui screenent les investissements et qui voient que c'est partiellement vrai, c'est faux. Donc, enfin, c'est partiellement vrai, partiellement faux. Donc, ok, ça avance. Encore une fois, moi, je suis vraiment positionnée entre deux réalités que je comprends. Mais non, l'urgence. Enfin, je me tourne vers Camille sur l'urgence. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'y aller à coups d'indicateurs, même si pour le coup je me place de l'autre côté sur non, la révolution écologique décroissante demain, elle ferait des millions de morts, elle serait pas non plus vertueuse. Enfin, il faut pas non plus oublier. Enfin, le but c'est pas d'avoir une planète dans laquelle on a envie de vivre en 2100, mais dans laquelle on n'a pas envie de vivre en 2020. Donc il faut aussi remettre, quand je vous dis ce truc de GSE, il faut aussi remettre les choses en perspective. Aujourd'hui, on n'est déjà pas dans un... Enfin, je pense que c'est là que le politique, l'économique, le militantisme se rencontrent et que chacun a un rôle à jouer. Un petit mot pour conclure, peut-être Jean-Claude Trichet. En quoi un mouvement de la finance pourrait être radical pour répondre aux attentes des générations qui viennent, de nos enfants, de nos petits-enfants, de ce qui vous paraît aujourd'hui crucial aussi, tout en sachant ce qui est possible ou pas possible? Je crois qu'il faut faire un effort gigantesque pour faire ce qu'on dit et ne pas dire ce qu'on ne fait pas. Et effectivement, c'est un danger permanent. C'est vrai que le greenwashing, ça a été à un moment absolument une caricature. Donc il faut absolument qu'on puisse effectivement faire respecter les critères ESG, GSE. J'aime assez votre inversion, c'est intéressant. Je reprends une étymologie que vous avez donnée, qui est parfaitement exacte, l'économie. Ça me permet de placer ce que je dis souvent, ce que j'ai dit souvent dans toutes mes fonctions successives. Il ne faut pas dépenser plus qu'on ne gagne. C'est une bonne recette pour un ménage. C'est aussi une bonne recette pour la planète. Et l'une des difficultés de la planète, c'est qu'elle a dépensé plus qu'elle ne gagnait, c'est-à-dire qu'elle
elle a utilisé son capital, Elle son continue, capital amazonien, quotidiennement. son capital de ressources non renouvelables. Et donc là il y a comment dirais-je, une nécessité de la soutenabilité à long terme qui est quelque chose d'absolument fondamental et qui me paraît vrai en économie, bien entendu en finance, et qui est vrai aux yeux de tous ceux qui pensent, à juste titre, me semble-t-il, qu'il faut faire quelque chose et se dépenser beaucoup pour cela. Mais moi, j'ai tendance à être plutôt optimiste au total, parce que j'ai vu les choses bouger sous mes yeux, et grâce en particulier à la militance des jeunes, et même des très très jeunes. Vous voulez rajouter un mot? Merci Jean-Claude Trichet. C'est pas la planète qui a épuisé ses ressources, c'est des personnes, et principalement dans les pays riches. Et les premières personnes qui subissent les conséquences des changements climatiques, elles ne sont pas dans les pays riches, c'est dans d'autres régions, notamment l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, des régions d'Amérique du Sud, l'Australie. Même si l'Australie, c'est sur les régions plutôt autochtones, etc. Et en fait, moi, je ne vois pas pourquoi je ferais confiance à des personnes qui sont dans la finance pour résoudre les problèmes écologiques, alors que si aujourd'hui on regarde quelles sont les professions les plus représentées dans les personnes, parmi les personnes les plus riches du monde, c'est la finance qui est la plus représentée. Et en fait, ces personnes-là sont celles qui ont le moins intérêt à ce que ça change, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a besoin de baisser nos niveaux de vie. Donc quelqu'un qui aujourd'hui a émis du carbone comme 100 fois une personne qui respecte, qui est sous les 2 tonnes de CO2 par an, en fait, pourquoi est-ce qu'elle renoncerait à ses privilèges du jour au lendemain ? Pourquoi est-ce qu'elle dirait qu'on va tout changer ? Donc, je vois pas concrètement pourquoi je croirais en ça. Et sur la question de si demain on fait une révolution écologique, en fait, il va y avoir plein de morts. Si on la fait pas, il y en aura sans doute encore plus. En fait, moi, je suis pas là pour dire que tout est horrible et que je pense que tout le monde doit arrêter de vivre, etc. Loin de là. Je veux juste qu'on respecte les droits humains, en fait, et qu'on puisse les respecter aussi dans le temps, parce que certes, aujourd'hui en France, je trouve ça un peu questionnable, mais on essaie, on va dire, de maintenir les droits humains, mais dans les faits, on ne peut pas penser juste à l'échelle nationale. Pardon, je me mélange peut-être un peu dans mes phrases, parce qu'il y a des phrases que je dis pas. La cohérence. Mais tout à l'heure, vous disiez, on est dans une démocratie, les gens, c'est pas ça qu'ils veulent, donc il faut aussi qu'on respecte leur volonté. Mais quelle est la légitimité des Français à dire qu'on peut ne pas respecter les droits humains de personnes qui vivent sur d'autres territoires pour nous assurer un niveau de vie riche et confortable ? Je trouve ça, je pense pas que ce soit ça, en fait. On doit, en tant que démocratie, si on veut vraiment respecter ces valeurs-là, on doit respecter les droits humains, et de toutes et tous, pas juste des personnes qui sont sur le territoire, et en continuant cette logique qui contribue au changement climatique. Je vous redonne la parole un instant, Jean-Claude Trichet, juste pour vous dire le mot de la fin, et ensuite on va passer à d'autres intervenants. D'abord, je suis ému par ce que Camille a dit. C'est vrai. C'est vrai que nos démocraties des grands pays avancés sont égoïstes. Et donc vous combattez l'égoïsme malheureusement, des grandes démocraties des pays avancés. Nous sommes nous-mêmes, avec les Américains et les Anglais, parmi les plus égoïstes entre nous, parce que nous avons un déficit de la balance des paiements courants en régime normal, ce qui veut dire qu'on ne dépense plus qu'on ne gagne, donc on demande au reste du monde de nous financer. Les Américains demandent au reste du monde de les financer massivement, les Anglais aussi, nous aussi. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est une des manières de décliner ce que Camille nous disait. Donc je dis ça au passage. Pour le reste, j'ai été fasciné par notre conversation, Sandra. Merci. Et je remercie beaucoup celles qui se sont exprimées très très bien, je dois dire, très très bien. Merci en tous les cas de vous être prêtés à cet exercice du dialogue intergénérationnel sur tout ce qui nous préoccupe. Merci beaucoup Jean-Claude Trichet. Matrioshka.